Bien, mesdames, messieurs, chers étudiants, chers doctorants, chers collègues, chers amis, un grand merci de vous être déplacés aujourd'hui pour assister à cette première conférence de l'Observatoire du Green Deal, intitulée Le Green Deal, un premier bilan d'étape. Alors, afin d'introduire cette manifestation qui s'organisera autour de deux tables rondes, je commencerai par dire quelques mots sur l'objet d'étude qui nous réunit aujourd'hui. Le Green Deal a été présenté en décembre 2019 par la Commission européenne et officialisé en juillet 2021 par une série d'initiatives qui visent à rendre l'Europe climatiquement neutre. Il s'agit donc d'un plan d'action pour transformer l'Union européenne en une société durable et pour repenser totalement la manière dont nous interagissons avec la nature. Selon un dernier rapport de l'ONU sur l'évolution de la population mondiale, nous serons environ 10 milliards d'êtres humains sur Terre en 2050. Et si on ajoute à cela le dernier rapport du GIEC sur la lutte contre le changement climatique d'avril dernier, particulièrement préoccupant, on ne s'étonnera donc pas que la lutte contre le changement climatique soit annoncée par l'Union européenne comme, je cite, le plus grand défi de notre époque. Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi avoir attendu si longtemps pour proposer un pacte vert, pour faire un serment vert entre ces États à l'échelon européen ? Je vais partir d'un peu loin et revenir au début de la construction communautaire dans les années 50 où nous avons 6 États dont la France qui décident de se mettre d'accord sur un ensemble de politiques communes pour harmoniser leur législation. Ces États se mettent d'accord, la France notamment, pour mettre en place une politique agricole commune, une politique des transports, une politique commerciale, une politique de concurrence, mais pas un mot sur l'environnement. Pas un mot sur l'environnement, ce qui n'est pas totalement anormal non plus, puisque les États, dans les années 50, n'ont pas véritablement de politique nationale de l'environnement très sophistiquée. Cette situation ne va pas tenir très longtemps face à la dégradation de l'environnement, et une prise de conscience va progressivement germer. Une année charnière, c'est l'année 72. 1972, sommet international à Stockholm, première conférence des Nations Unies sur l'environnement en juin. Et puis quelques mois après, sommet européen à Paris en octobre 72, qui réunit donc les chefs d'État et de gouvernement. Et donc à partir de là, les choses sont censées changer un peu. C'est-à-dire que les États se mettent d'accord sur le fait que toute croissance économique doit dorénavant s'accompagner d'une protection de l'environnement et des ressources naturelles. Pour l'Europe, le principe d'une future politique commune est lancé, on est encore loin d'une politique, mais le principe est lancé et va s'accélérer suite à plusieurs incidents. On connaît l'histoire et c'est toujours la même chose, il faut des accidents, des incidents, des crises. 1976, à l'intérieur des communautés européennes, c'est l'accident de Seveso, catastrophe de Seveso, on a un nuage de dioxine qui s'échappe d'une usine chimique, accident qui va inciter la communauté à prendre une série de directives pour mieux surveiller les substances dangereuses et les risques industriels. 10 ans plus tard, en dehors des communautés européennes, avril 1986, c'est l'accident nucléaire de Tchernobyl. C'est dans ce contexte que l'acte unique européen entre en vigueur en 1987. L'acte unique européen, c'est donc ce traité européen qui vient modifier les traités originaires. Ce traité, enfin, officialise pour la première fois une action, on ne parle pas de politique, une action communautaire en matière d'environnement, en insérant dans le droit primaire le principe du pollueur-payeur et le principe de la correction par priorité à la source des atteintes à l'environnement. La mise en place d'une véritable politique interviendra un petit peu après. Une véritable politique, en tout cas à part entière, fut érigée il y a 30 ans, seulement il y a 30 ans en réalité, c'est avec le traité de Maastricht. En 1992, Maastricht ajoute en particulier, parmi les principes déjà connus, le principe de précaution. Mais surtout, cette politique doit dorénavant, je cite, être intégrée dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques. C'est la création de la fameuse clause d'intégration qui va constituer l'ADN de cette politique, disons-le autrement. Dès lors qu'on développe une action commune, dès lors qu'on développe une politique en commun, il faut prendre en considération l'environnement. Ce qui fait de l'environnement une sorte de politique privilégiée par rapport aux autres. Et cette montée en puissance va être confirmée devant les juridictions, devant le prétoire, notamment de la Cour de justice, qui nous dira, par exemple, dans un arrêt commission contre Autriche du 15 novembre 2005, la Cour nous dit que la protection de l'environnement s'impose dorénavant comme un objectif transversal et fondamental.
Le cœur de cette politique environnementale se situe aujourd'hui aux articles 191 à 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les dispositions fondatrices, évidemment, sont reprises en insistant, avec une entrée remarquée, en insistant sur la lutte contre le changement climatique, qui fait donc son entrée dans le traité de Lisbonne en 2009. Au même moment, c'est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui devient contraignante et son article 37 qui enfonce le clou en insistant sur cette protection de l'environnement. C'est pas si vieux, 2009, 10 ans avant le pacte vert. Mais tout ça pour dire qu'au moment de Lisbonne, au moment du traité de Lisbonne, tous les feux sont au vert, toutes les conditions sont réunies pour que cette politique prenne son envol. Alors, bien évidemment, et sans grande surprise, certains États vont freiner ce mouvement dans la transposition des directives. Certains États, à rebours de leurs engagements environnementaux, vont prendre leur temps, avec une certaine paresse, pour transposer les directives et pour surtout les respecter. Mais ça ne va pas entraver la volonté de l'Union européenne qui souhaite aller de l'avant et qui souhaite s'imposer comme un acteur majeur sur la scène internationale. Elle a activement participé à l'accord de Paris, aux objectifs de l'accord de Paris qui est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Et elle veut surtout montrer au reste du monde qu'elle est moins frileuse que d'autres puissances économiques comme la Chine, comme les États-Unis, comme la Russie, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. C'est dans ces circonstances que va naître le Green Deal. Et ça sera l'objet d'une première table ronde sous la présidence de Charles Botro-Schwartz, la mise en place du Green Deal. Le 1er décembre 2019, nouvelle Commission européenne qui entre en fonction, avec une nouvelle présidente qui prend ses fonctions, avec une promesse, celle de prioriser l'environnement sur toutes les priorités de l'Union européenne. Cette promesse se transformera en un pacte vert pour l'Europe, communication du 11 décembre 2019. Alors sur la forme, ce n'est qu'une communication, c'est qu'un texte de soft law, mais qui a vocation à devenir la boussole de la production normative de l'Union européenne. Elle n'en demeure pas moins, et là je te cite, cher Laurent, un texte spectaculaire, mais qui oscille, effectivement, entre ambition et ambiguïté. Ça sera d'ailleurs l'objet d'une première intervention de Laurent Fombossier dans quelques instants. Le pacte vert se décline en plusieurs axes, plusieurs piliers, qu'on peut résumer de la manière suivante, très simplement. Il s'agit tout d'abord de consolider la législation relative à la préservation de la biodiversité. Plusieurs textes ont déjà été présentés, plusieurs textes sont en train de germer, textes sur les océans, sur les écosystèmes forestiers. Le Green Deal insiste par ailleurs sur la nécessité de procéder à une profonde transformation du système énergétique européen. Là aussi, c'est une question d'actualité, avec beaucoup d'enjeux. Parmi les nombreuses mesures présentées, il y a un sujet qui a suscité de nombreux débats et qui méritera quelques éclaircissements aujourd'hui. C'est la tarification du carbone, qui sera présentée par Élise Diroyer. De même, le pacte vert incite les États à mener une politique ambitieuse de rénovation des bâtiments, notamment les plus énergivores, sujet qui pourra faire l'objet prochainement d'une conférence sur le bâti, les bâtiments. Là aussi, les enjeux sont pharaoniques. Il est également question de moderniser la législation des transports, l'aviation, les voitures. Il est question de poursuivre une transition vers un système alimentaire plus durable, avec l'exigence notamment de réduire de 50% l'utilisation des pesticides d'ici 2030. Par conséquent, l'Union européenne et ses États membres, ses 27 États membres, doivent complètement repenser le système financier et les outils financiers, puisqu'on évoque ainsi un plan de 1 000 milliards d'euros sur 10 ans. Les nombreuses mesures annoncées sont tellement ambitieuses qu'elles soulèvent des doutes. N'y aurait-il pas ici un décalage entre le discours de la part des États et de l'Union européenne et de la France, et une réalité moins idyllique selon laquelle l'environnement est encore régulièrement sacrifié au profit d'autres objectifs? La France a présidé pendant 6 mois le Conseil de l'Union européenne. Emmanuel Macron a eu un discours, il y a quelques mois, en janvier, un discours particulièrement pro-environnemental au début de cette présidence de l'Union européenne. Quel bilan pouvons-nous en tirer ? Monsieur Benoît Biteau, qui devrait être là dans quelques instants, fera un bilan de cette présidence française au sein de l'Union européenne. La mise en place de ce pacte vert, nous allons le voir, a connu et connaît
évidemment quelques vicissitudes, quelques obstacles, quelques perturbations. Ce sera l'objet d'une seconde table ronde dédiée à la mise à l'épreuve, cette fois-ci, du Green Deal. Table ronde qui sera présidée par Karine Abderrahmane, avec 3 événements majeurs. Le Green Deal est lancé en décembre 2019, au même moment où il y a les premiers cas de Covid en Chine. On a donc, à ce moment-là, une crise sanitaire mondiale qui s'annonce, et dans ces conditions, il sera intéressant de nous interroger sur l'actualité de la politique européenne de la santé à la lumière du Green Deal. Delphine Placidi-Fraud nous présentera ici ces quelques réflexions. Et puis, à peine sortie de cette crise sanitaire, que la reprise post-Covid va entraîner une hausse de la demande mondiale de l'énergie, alors que l'offre, elle, est en train de stagner, voire diminue, ce qui entraîne une flambée des prix spectaculaire qui va prendre de l'ampleur avec la guerre en Ukraine, bien évidemment. Cette crise de l'énergie sans précédent semble encourager certains États à revenir sur leurs engagements environnementaux. Là encore, il est important d'interroger cette actualité brûlante. Nous pourrons échanger au moment venu dans la salle, puisque l'intervenant, M. Thomas Pellerin-Carlin, qui devait intervenir dans cette seconde table ronde, s'excuse auprès de vous, mais il est retenu pour des obligations personnelles. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, 3e crise, évidemment, d'ampleur avec la guerre en Ukraine, et parmi les très très nombreuses questions soulevées par ce conflit, Hugo Flavier aura la lourde tâche de nous éclairer en quelques minutes concernant l'impact de la guerre sur le Green Deal. Alors, on l'aura compris, l'objectif de cette première conférence est de dresser un premier bilan d'étape. Avec humilité, car ce bilan est relativement complexe. À ce jour, on a pas moins de 130 initiatives qui ont été lancées, législatives et non législatives, dans le cadre du Green Deal, sans compter les très nombreux textes qui intègrent déjà l'objectif de ce pacte vert. On est face à un véritable patchwork de textes, un empilement de textes, et comme l'indique un peu l'affiche de cet événement, c'est un véritable labyrinthe au sein duquel il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. C'est dans ce contexte que l'Institut d'études de droit public de l'Université Paris-Saclay a décidé de monter un observatoire qui est né en mars 2022, grâce à un comité scientifique d'une dizaine de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et de jeunes chercheurs. Un site internet a été créé sur lequel plus d'une vingtaine d'études et de décryptages ont déjà été mis en ligne, et d'autres manifestations sont prévues. Je profite donc de l'occasion qui m'est donnée pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui participent à faire vivre cet observatoire du Green Deal. Je remercie également les étudiants qui ont ici un rôle très important à jouer et qui doivent s'approprier les outils de ce changement de paradigme, on va dire les choses autrement, ce changement d'air peut-être. Et je remercie enfin les personnes qui ont contribué à la mise en place de cet événement, notamment le service recherche de la faculté et bien sûr l'ensemble des participants. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent colloque. Ces quelques mots d'introduction qui dressent déjà, non pas le bilan, mais en tous les cas le cadre de ce qui va nous retenir aujourd'hui. Une première table ronde donc sur la question de la mise en place du Green Deal, du Pacte vert européen. Ce que je veux pour l'Europe, c'est d'être capable de répondre à la première des grandes transformations du monde, la transition écologique. C'est ce qu'Emmanuel Macron, président de la République, a pu vouloir pour le continent, dans son discours de la Sorbonne pour une Europe souveraine, unie et démocratique. Malheureusement, nul n'est prophète en son continent, et si j'en crois la communication de l'Élysée, 5 ans après la Sorbonne, quelques mois après avoir lancé l'idée d'une communauté politique européenne et quelques mois après la présidence française du Conseil de l'Union européenne, de la transition écologique, on est passé à une Europe modèle du développement durable. Et la première des grandes transformations du monde est donc réduite. Elle est non seulement réduite à l'idée donc de modèle de développement durable, elle est aussi, et elle devient surtout 4e des thèmes portés au bilan de cette politique menée pour l'Europe. Nos étudiants s'écriraient de ce point de vue-là gênance. Est-ce qu'au niveau européen, la même perception se fait jour presque 3 ans après que l'Europe a prêté le serment vert ?
il va revenir donc à notre table ronde de s'interroger, de répondre à cette question en dressant donc ce bilan de la mise en place du Green Deal. Forcément, comme tu l'as souligné, un tout petit bilan en réalité, puisque c'est un serment ambitieux, mais à échéance de 2050. Nous sommes, comme vous le savez, en 2022, donc moins de 3 ans depuis que le climat est devenu la première priorité de l'Europe, et surtout alors que 2 autres crises sont passées par là. On en discutera tout à l'heure. L'objectif donc de cette première table ronde, c'est de voir au fond, de la manière la plus objective qui soit, ce qui a été accompli, ce qui a déjà été accompli, surtout de vérifier, si j'ose dire, si les choses sont sur des rails ou non. Et nous voudrions évidemment tous, c'est un souhait en tous les cas que j'ai, que les choses aillent plus vite, mais et donc on en tire tous un peu quelques frustrations de ce point de vue-là. Mais toujours est-il que cela ne fait que 3 ans que les choses sont lancées. Cependant, on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été réalisées. Et pour dresser ce bilan, donc un bilan nécessairement du temps court, un premier bilan, avec moi mon collègue et néanmoins ami Laurent Fonbostier, qui est professeur de droit public dans cette maison, que tout le monde connaît bien, grand spécialiste de l'histoire des idées et du droit de l'environnement, et qui ambitionne donc de dresser un panorama du Green Deal qu'il a inscrit entre ambition et ambiguïté. À ma gauche, Élise Diroyo, qui est doctorante en droit public à l'Université de Lyon 3 et dont les travaux de thèse portent sur les droits fiscaux et budgétaires européens et nationaux à l'épreuve du climat. Vaste programme. Et vous nous présenterez, pour ce qui vous concerne, donc l'une des thématiques qui est déjà bien ancrée au sein du Green Deal, qui est celle de la tarification du carbone. Et enfin, Benoît Biteau, qui nous rejoindra, nous dressera donc un bilan de la présidence française au Conseil de l'Union européenne, s'agissant précisément du Green Deal. Mon cher Laurent, tu as la parole. Merci beaucoup, Charles. Merci aux organisateurs et organisatrices de cette belle manifestation. Je voudrais aussi remercier nos doctorantes, docteurs et étudiants. Merci beaucoup d'être ici. Alors, je suis un peu ennuyé. Ce ne sera pas la première fois d'ailleurs, mais Benoît a expliqué, non, c'est toi Charles, je crois, qui vient de dire que je m'intéressais un peu à l'environnement et à l'histoire des idées. Mais alors je ne suis pas du tout spécialiste de cette boîte noire qui est le droit de l'Union européenne. Et quand je dis boîte noire, je pèse mes mots. Hein. Pour moi, c'est l'hermétisme total en plus, hein, vraiment. Donc, quand Fabrice Picot m'a sollicité il y a quelques temps, sans doute par erreur de casting, j'ai jamais su le fin mot de l'affaire, pour que je fasse, peut-être du point de vue de l'environnementaliste, une sorte de petite synthèse du Green Deal, j'étais très désemparé, pour vous dire les choses franchement. Donc, je ne sais même pas à quel titre je suis devant vous, et je suis d'ailleurs même plus sûr d'être juriste, pour tout vous dire. Alors, comme Benoît en plus a un sens magistral de la synthèse, il a déjà tout dit, ce qui fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Alors, je vais quand même dire quelques mots, si vous le voulez bien, en commençant par le fait que les communications, il en a été un peu question, sont des actes atypiques, me semble-t-il. Hein. Enfin, c'est la dénomination qu'on leur donne d'ailleurs, et sans portée vraiment contraignante. En revanche, quand on lit les premiers commentaires relatifs au Green Deal, on s'aperçoit qu'il a vocation à constituer une véritable nouvelle matrice. Je cite des commentaires ici, je vais citer pas mal de gens, ça me permettra de ne pas trop parler de ma propre voix. On parle d'une ligne directrice opérant en surplomb, et puis Benoît a eu d'autres propos. Il y a un effet d'impulsion qui est très fort dans le Green Deal, qui comporte, vous le savez, finalement 2 volets. Il y a un volet environnemental au sens global, et puis un volet climatique. J'aurais quelques mots à vous dire sur les ambiguïtés, à mon avis, qui sont en arrière-plan de cette interaction-là. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que, comme l'a très bien synthétisé Benoît tout à l'heure, depuis, je dirais, les années 70, mais surtout 80, l'Union européenne a décidé, enfin, la future Union européenne a décidé de s'emparer de ces questions-là. Et les objectifs tels qu'ils apparaissent dans le Green Deal sont très vastes et très profonds. Ils ont vocation à irriguer, c'est vrai, Benoît l'a encore dit, la quasi-totalité des politiques sectorielles européennes et d'orienter, si possible, efficacement et rapidement l'Union vers, je cite, un modèle exemplaire de développement durable.
Je vais en 3 moments très courts esquisser tout d'abord quelques caractéristiques transversales du pacte vert, ensuite 2 ou 3 mots sur des choses qu'en réalité Benoît a déjà évoquées, à savoir les grands axes des pactes auxquels on a affaire, et puis quelques mots d'ouverture en réalité à travers des réserves et mises en perspective, qui sont surtout des manières peut-être de vous poser des questions ou de préparer les interactions avec la salle tout à l'heure. Alors sur les caractéristiques transversales du pacte vert, la première chose qu'on remarque en lisant les pactes, c'est une sorte de conscience qu'a la Commission de la très grande gravité de la situation et de l'immensité des enjeux. Alors c'est vrai que sur le diagnostic scientifique, le texte est peu disert, il est relativement sobre, si j'ose dire, mais en revanche, il est bien évoqué le fait que l'atmosphère se réchauffe, que le climat change, que la biodiversité menace de s'effondrer, tandis que les forêts et les océans sont en train d'être pollués et détruits. Point 1, introduction. On assiste en lisant le texte à une sorte de dramatisation du diagnostic. Le ton de la gravité est retenu, le ton de l'urgence aussi. Il est temps d'agir, peut-on lire au point 4, à propos du pacte européen pour le climat qui est indissolublement articulé avec le pacte vert, parce que, je cite encore, relever les défis climatiques et environnementaux constitue une mission majeure de notre génération, point 1, introduction, face, là encore je cite, aux changements colossaux qui nous attendent. Donc on voit bien que l'ensemble nous prédestine en quelque sorte à une transformation radicale et nécessaire, mais dont le texte nous dit bien qu'elle peut être, cette transformation, également, par effet retour, bénéfique pour l'économie, la société et l'environnement naturel de l'Union européenne. C'est ce qu'on trouve au point 2. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes et, à mon avis, incomplètes. On en reparlera tout à l'heure, sans doute par effet de confusion entre les approches systémiques et les approches néo-holistiques, on va dire. Il est bien précisé, là encore dans l'introduction, que les actions à mener devront être évidemment systémiques et reposer sur une intense et indispensable coopération, elle-même ouverte d'ailleurs, coopération à plusieurs étages, impliquant évidemment la sphère internationale, puisque, comme le dit là encore le point 1 du texte, l'Europe seule ne peut agir. Ce qui est vrai pour le climat et ses interactions avec la biodiversité, mais ce qui n'est pas vrai pour tout. Autre élément à souligner, si vous voulez bien, c'est l'exemplarité à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. C'est l'une des ambitions des pactes verts et climatiques, un modèle qui se veut donc exemplaire, juste et coopératif. Et l'exemplarité se traduit par le fait que l'Union veut, à travers le Green Deal, jouer un rôle de, je cite là encore, chef de file mondial. Et c'est d'ailleurs tout à fait en ce sens qu'il est question d'un serment vert, auquel a fait allusion, je crois, Charles tout à l'heure, pour réussir une transition juste et un avenir durable. Point 2, 25. L'ambition d'exemplarité, de justice et de coopération repose sur un certain nombre d'éléments. Première chose, idéal exigeant de neutralité tous azimuts. Neutralité climatique à horizon 2050, neutralité technologique dans une acception un peu difficile à expliquer ici, qui serait un peu longue à expliquer. Et de toute façon, l'objectif est affiché, l'Europe doit devenir le premier continent neutre en émissions. Et cette neutralité se décline sur le terrain des pollutions, 0 pollution pour l'air, l'eau et les sols, point 2 de la communication. Il va de soi que la question de la neutralité, on pourrait, non pas d'un point de vue interne au système, mais externe, l'interroger ad libitum, puisque l'enfer lui-même, vous l'ignorez sans doute, peut être neutre en carbone. On y reviendra sans doute pendant la discussion. D'ailleurs, nous devons souligner l'effort apparent d'intégration des dimensions économiques, écologiques et sociales autour de l'idée d'une société européenne juste. Je cite encore, juste et prospère, roulant vers une transition juste ou juste et inclusive, points 1 et 2. Et il est encore ici, sans détail, question d'un système alimentaire juste et sain, presque une sorte d'arrière-plan théologique qui nous échappe, d'un prix de l'énergie abordable pour tous, point 2, 1, 2. Et je pense que l'énergie abordable pour tous, c'est peut-être dans le monde d'avant, ça faudra qu'on en rediscute tout à l'heure. Autre point, la Commission insiste sur l'indispensable logique de coopération, j'ai fait allusion tout à l'heure, et sur les partenariats qui devront présider aux mutations à venir. Actions à réaliser main dans la main, ensemble, sont les points 1, c'est même le titre du point 4. Mobilisation commune, partenariat, coopération entre tous les acteurs, de la plus petite à la plus grande échelle d'intervention, régionale, internationale, transfrontière, et le tout évidemment dans une inclusivité qui fait la part plus ou moins belle aux citoyens, à la société civile, aux entreprises. Bref, il s'agit d'une forme d'inclusion type gouvernance à 5 ou beaucoup plus, n'est-ce pas,
Mais en tout cas, une inclusion participative, solidaire, ambitieuse, mais à laquelle nous autres environnementalistes sommes plutôt globalement habitués. Presque dernier point de ce bref moment, la fin du court-termisme, l'intégration de la durabilité. Alors là, je ne vais pas détailler faute de temps, mais il faut savoir que le pacte est littéralement traversé par l'intégration du long terme et les planifications durables, tous les outils permettant de se projeter dans le temps devant être en effet mobilisés, point 4. Alors sur le papier, c'est très heureux. Nous autres environnementalistes, là encore, pardon de parler depuis cet endroit ou cette fenêtre, le rapport au temps extrêmement court de l'urgence et extrêmement long, ça nous parle un tout petit peu. Je pense qu'il y a des personnes relativement informées dans la salle. Sans jouer les métrologues, je précise quand même que 47 occurrences de la durabilité sont présentes dans les textes. Économie, finance, investissement, transport et mobilité, alimentation et politique alimentaire. C'est du Martine à la plage, à la montagne, à la patinoire, à la piscine. Tout est bon dans le pacte, effectivement, ici. Mais pour être beaucoup plus sérieux, en un mot, et comme l'exprime très bien l'un des sous-titres de ce pacte, l'objectif est bien d'intégrer la durabilité dans toutes les politiques de l'Union, et ça, c'est peut-être ce qui fait la synthèse de l'ensemble. Cependant, et c'est le point qui précède quelques très brefs développements sur les grands axes des pactes verts et climatiques, la mutation est impérative, mais la transition s'impose. Le mot transition, qui apparaît lui aussi à de très nombreuses reprises dans le texte, nous embarque vers un objectif finalement qui se promène sur une ligne de crête, puisqu'on comprend bien que, et c'est l'une des grandes difficultés à mon avis, on est sur un axe de transformation radicale dans le cadre d'une urgence presque absolue, une transition qui se veut verte, inclusive, équitable, irréversible. S'il y a bien un endroit où j'aime l'irréversibilité, c'est plutôt là. Et pour autant, évidemment, elle ne saurait s'accélérer car on a affaire à des forces inertielles extrêmement importantes et à des effets de conjoncture dont vous avez parlé tout à l'heure et sur lesquels on reviendra très certainement. Voilà. Je suis désolé, très synthétiquement, maladroitement, peut-être pas de façon très claire, quelques grands axes transversaux qui viennent irriguer et structurer ce texte. Quant aux axes sectoriels, en quelque sorte, je serai très rapide, parce que finalement Benoît les a synthétisés beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Je retiens 4 points très rapides. Protéger les écosystèmes et la biodiversité, lutter contre les pollutions, c'est le premier axe. Et là, c'est vrai que on n'est pas dans une innovation totale, puisque en réalité, le pacte veut surtout consolider la dynamique. Et la protection des écosystèmes, elle est motivée en particulier par le fait qu'ils fournissent, je cite le point 2.1.7 du texte, qu'ils fournissent des services essentiels tels que la nourriture, l'eau douce, l'air pur, ainsi qu'un abri. Je suis ravi finalement de l'apprendre. Puis un abri global qu'on appelle la maison commune, mais ça, c'est peut-être un autre sujet. Et le texte insiste par ailleurs, Benoît y a fait allusion tout à l'heure, sur l'importance des écosystèmes forestiers et des océans, en raison notamment, pour les plus informés parmi nous dans la salle, de leurs interactions très puissantes avec les questions climatiques, comme vous le devinez. Engagement d'ensemble, radical, à travers un serment vert auquel on a fait allusion tout à l'heure. Serment vert que je trouve très intéressant dans sa formulation, qui est aussi un serment de ne pas nuire, à travers un objectif zéro pollution et donc un environnement exempt de substances toxiques à un horizon qui reste évidemment déterminé. Et ce serment vert s'accompagne de plans d'action sur l'air, l'eau et les sols, qui sont d'ailleurs d'ores et déjà en partie retardés, mais qui visent en tout cas à terme pratiquement tous les produits chimiques. On voit le lien aussi évidemment avec REACH et la réforme suspendue de REACH dans le contexte que vous connaissez. Quant à l'énergie, dont il sera peut-être incidemment question, mais à propos de laquelle on n'aura peut-être pas finalement tous les éclaircissements ou éclairages dont on aurait eu besoin, elle est vraiment là aussi quand même à la fois une thématique, mais une thématique qui irrigue la quasi-totalité du texte. C'est l'un des premiers mots abordés par le pacte d'ailleurs, en liaison étroite avec les questions climatiques et la question de la neutralité, en tout cas carbone à horizon 2050, dont j'ai parlé tout à l'heure. L'idée, c'est très simplement de réviser à la hausse les objectifs énergétiques des États, d'éviter la précarité énergétique des ménages. On pourra parler peut-être tout à l'heure des collectivités, ça va être les collectivités publiques, ce sera un autre sujet à mon avis de grande importance. Multiplier les infrastructures intelligentes, vous voyez, j'ai du mal à en parler tellement je ne sais pas si c'est des infrastructures ou des intelligences, il faudrait regarder de près. Engagement plein et entier des acteurs de l'industrie, ça c'est un point qui est très intéressant au point 2, en lien évidemment avec la stratégie industrielle de la Commission, qui remonte à mars 2020 que vous connaissez peut-être, avec aussi, on en parlait avec Charles tout à l'heure en off, une importance accordée à l'économie circulaire, évidemment, autour de notions de produits durables, de décarbonation progressive des secteurs à forte intensité énergétique.
Je pense ici à la sidérurgie, évidemment, à l'industrie chimique, au ciment, et plus largement d'ailleurs au bâtiment, au transport. Et tout cela avec un couplage qui n'est pas très simple à appréhender à travers les instruments futurs, avec des éléments sensibles, même des secteurs sensibles, comme l'industrie textile, la construction, l'électronique, les matières plastiques, et la réduction des déchets, dont il sera question dans un colloque qui aura lieu le 17 novembre, en lien avec le CIPRED. J'ai bientôt terminé, je vous rassure tout de suite. L'autre point qui a beaucoup intéressé les commentateurs, c'est le fameux point intitulé « De la ferme à la table vers un système alimentaire plus juste, sain et respectueux de l'environnement ». Il est vrai que le Green Deal insiste sur l'importance d'une transition vers un système alimentaire plus durable et qui vise à faire, là encore, du système européen la norme étalon à l'échelle mondiale. Lutte contre le gaspillage alimentaire, renforcement de l'agriculture biologique, de l'agroécologie, de l'agroforesterie, respect du bien-être animal, ce qui permettra peut-être à des poules en cage de gagner 2 ou 3 cm², il faut l'espérer. Je laisserai à des personnes plus qualifiées que moi, et ça ne va pas tarder d'ailleurs dans quelques instants, le soin d'aborder l'un des nerfs de la guerre qui opère transversalement en surplomb, à savoir les questions d'investissement, de finances et plus spécifiquement de fiscalité, éléments à leur tour très complexes et techniques, mais dont il faut évidemment souligner l'omniprésence dans le pacte. Verdissement des budgets nationaux, fonds européens divers et variés, et tout un tas de choses dont il sera question, évidemment de façon érudite et savante, dans quelques instants. En tout cas, il est question, on voit bien à la lecture du texte, d'investissements publics très considérables. Les sommes qui nous ont été données tout à l'heure sont tout à fait vertigineuses, mais aussi d'investissements justes, privés comme publics, à tous les stades des politiques publiques européennes et nationales. J'ai presque terminé par une sorte d'ouverture en manière de réserve, si vous le voulez bien, de mise en perspective. Mais ce sont plutôt des questions, car n'étant pas spécialiste du droit de l'Union, et comme j'ai un spécialiste à mes côtés, je vais parler avec, disons, de l'extérieur, avec prudence. Mais la première chose qui me vient, sincèrement, c'est que parmi les parents pauvres, me semble-t-il, de ces textes, bien évidemment, ils sont déjà tellement ambitieux qu'on se demande de quelle manière ils auraient pu tout traiter, mais il me semble quand même que des éléments comme l'information, la sensibilisation, l'éducation à l'environnement n'apparaissent que de manière très, si je puis dire, extrêmement sporadique dans le texte. Il est bien question d'une activation de l'éducation et de la formation au point 2, 2, 4, mais si vous la lisez bien, elle tient en quelques lignes et semble d'ailleurs davantage centrée sur les bâtiments scolaires que sur des contenus de programmes et reste, à mon avis, relativement insuffisant si l'on pense à une transition verticalement et fondamentalement intégrée. Donc pour moi, en réalité, c'est l'un des parents pauvres. Alors on dira, oui, mais en fait, c'est à la fois diffus, il faut que ce soit omniprésent, mais ça ne pouvait pas être au centre du pacte. On pourra discuter des représentations, puisque, à propos du changement de paradigme tout à l'heure, Benoît a hésité lui-même sur la formule, et à mon avis, représentation des enjeux et éducation ne sont pas complètement étrangers l'un à l'autre. D'autre part, mais heureusement Delphine va nous en dire beaucoup lors de la seconde table ronde, je suis aussi un peu surpris par peut-être les apparitions trop diffuses d'une logique articulant santé et environnement autour de la fameuse approche de santé globale, mais là je veux laisser évidemment Delphine nous raconter, en tout cas nous donner son sentiment à ce sujet-là. Peut-être aussi, mais là j'enfonce pratiquement une porte ouverte, ambiguïté d'une croissance verte, qui semble osciller entre, c'est là qu'il y a une ambiguïté vraiment, à mon avis, aussi fondatrice, entre innovation porteuse d'un certain point de vue d'une croissance verte et gisement d'emploi, etc., versus un autre versant de l'écologie intégrée qui serait plutôt la décélération et la sobriété. Pas la sobriété découverte par le président de la République le 24 août dernier, je parle vraiment de sobriété, on est d'accord. Mais c'est le pari d'une nouvelle économie de la fonctionnalité, plus qualitative et servicielle, je cite le texte, Je suis heureux de vivre dans un monde qualitatif et serviciel. Vraiment, sincèrement, ça me fait vraiment plaisir. Et reposant sur des innovations technologiques comme gisement d'emplois verts, voilà. Donc de tout ça, je crois qu'il faudra vraiment qu'on discute. Peut-être aussi des doutes persistants, j'ai presque fini, relatifs à la cohérence et à l'effectivité des politiques et actions de l'Union. De cela, d'ailleurs, Charles a vocation à parler, me semble-t-il, lors du colloque déchets Green Deal avec le CIPRED le 17 novembre. Mais là, il faut reconnaître que la Commission est lucide. Je ne voudrais pas jouer les fauteurs de troubles ou être ironique comme ça, parce que n'étant pas à la place de celles et ceux qui ont, si je puis dire, accouché de ce texte, j'imagine à peine l'exceptionnelle complexité du texte. Mais la Commission elle-même est lucide dans de très nombreux passages, enfin dans quelques passages et dans d'autres textes. On voit bien qu'elle est tout à fait au courant de ce qui peut constituer des choses trappes d'un certain point de vue, la possibilité que
le souci de cohérence soit contredit en permanence par d'autres forces à l'œuvre, évidemment, dans le droit de l'Union européenne, qui est tellement tentaculaire qu'on peut très bien imaginer ça. Alors, c'est une feuille de route, d'ailleurs, c'est comme ça que la chose est présentée, si bien que les déclinaisons sectorielles et intégrées ne pourront, on peut l'imaginer, que se heurter à tout un tas de vents contraires. Structurels, c'est vraiment mon problème. Moi, ce n'est pas tellement les effets de conjoncture liés à l'Ukraine, à la crise énergétique, à l'inflation, à d'autres choses. C'est plutôt les impensés structurels, en réalité, en arrière-plan du Green Deal qui me poseraient problème. Mais là, je préfère plutôt abandonner ça peut-être à nos conversations tout à l'heure, avec un dernier point qui est celui de la démocratie européenne, évidemment. Car on ne peut pas prétendre, et je crois que c'est un parlementaire qui nous en parlera, on ne peut pas prétendre impacter de façon tout à fait intime et vertigineuse le quotidien des citoyens et citoyennes de l'Union européenne sans s'interroger évidemment par effet retour sur les conditions dans lesquelles un texte comme celui-ci et puis les textes subséquents viennent au jour. Ça, à mon avis, cette question-là, c'est une question dont on ne peut pas faire l'économie. Et quand je dis économie, évidemment, je suis sans doute ici dans l'un des cœurs du problème. Je vous remercie beaucoup et je pense qu'on aura l'occasion d'échanger sur la base de cette brève présentation. Merci à vous. Merci beaucoup pour ces propos, cher Laurent, qui sont très éclairants à bien des égards, en tous les cas qui, en plus de dresser le cadre que tu as envisagé tout à l'heure, approfondissent surtout sur les ambiguïtés de ce serment vert, de cette prestation de serment. Et tu as donné la transition immédiate vers Élise Di Roio pour nous parler donc de la tarification du carbone, au sein du Green Deal. C'est ça. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Pour me présenter, je tiens d'abord à remercier le comité de l'Observatoire de m'avoir invité à cette première conférence de l'Observatoire du Green Deal. Moi, je vais vous parler aujourd'hui du paquet Fit for 55 de 2021, qui fixe un objectif de réduction de 55% des émissions d'ici à 2030 par rapport à 1990. Donc, comme vous le savez sans doute, ce paquet fait suite à la feuille de route dite Green Deal de 2019. Et je vais m'intéresser dans ce paquet à 3 mesures en particulier qui ont pour objet une tarification du carbone. Alors, avant de vous parler de ces 3 mesures, je vais d'abord expliquer brièvement comment le changement climatique est appréhendé par les économistes. Alors, il faut savoir que les économistes qualifient le changement climatique d'externalité. Qu'est-ce qu'une externalité ? C'est lorsque les conséquences de l'activité économique d'un agent vient affecter ou améliorer notre bien-être, et ce, sans aucune transaction entre nous et l'agent. Donc, le changement climatique est une externalité négative, puisqu'il affecte notre bien-être. C'est aussi une externalité qui est dite multilatérale, puisqu'il est dû par de nombreux agents et affecte de nombreux individus. On peut aussi dire que c'est une externalité dite non rivale, puisque l'importance de l'externalité qui est subie par un agent ne vient pas diminuer le dommage qui est subi par un autre agent. Enfin, on peut dire que c'est une externalité dite de stock, puisque le changement climatique est lié à un stock de pollution, autrement dit aux variations de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc pour les économistes, la présence d'externalités témoigne d'une défaillance du marché. Et pour ce faire, pour remédier à cette défaillance, il faut intégrer les coûts externes dans le coût privé du pollueur. Donc on peut faire ceci par des outils économiques notamment, dont les permis négociables. Donc, c'est ce qu'a fait l'Union européenne dans une directive de 2003, où elle crée un système d'échange de quotas d'émissions. Donc, ce système a donné naissance à un des plus grands marchés au carbone du monde. Et il est désormais en fonctionnement depuis plus de 17 ans. Et la Commission européenne souhaite le réformer dans ce paquet de 2021. Donc, avant de vous expliquer en quoi elle veut le modifier, je vais vous expliquer brièvement comment ce marché fonctionne. Une limite de quotas, en fait, elle est fixée au niveau de l'Union européenne depuis 2013. Et donc, on ne peut pas la dépasser. Et cette limite diminue graduellement selon un facteur de réduction linéaire. Les opérateurs qui sont assujettis à ce système doivent restituer des quotas chaque année de manière à couvrir les émissions dont ils sont responsables. Sinon, ils encourent de grosses sanctions, très dissuasives. Et pour ce faire, pour acquérir des quotas, ils peuvent en acquérir soit au sein du marché primaire,
par des enchères. Soit on peut leur donner gratuitement, mais le principe maintenant c'est la mise aux enchères. Ou alors ils peuvent acheter des quotas au sein du marché secondaire, c'est-à-dire les acheter entre eux. Parce qu'en fait les quotas ce sont des unités qui sont interchangeables et fongibles. Ce qui fait qu'on dit souvent que l'avantage de ce système, c'est qu'il permet de réduire les émissions dans les meilleures conditions économiques possibles. Puisque l'agent qui a le coût marginal de réduction le plus élevé pourra s'approvisionner auprès de celui qui a le coût marginal de réduction plus faible. Donc voilà l'intérêt de ce système. Maintenant, concernant le périmètre actuel de ce système, la directive de 2003 qui institue ce système cite les 6 gaz à effet de serre du protocole de Kyoto, mais en réalité, le système pour le moment ne couvre que 3 de ces gaz, qui sont le dioxyde de carbone, et depuis 2013, le protoxyde d'azote et les hydrocarbures perfluorés. Concernant les secteurs qui sont assujettis, il y a le secteur de l'industrie minérale, le secteur du papier, le secteur des métaux ferreux, de la chimie et de l'aluminium, et de l'énergie, pardon. Et depuis 2012, il s'applique aussi au secteur aérien. Donc à l'heure actuelle, on estime qu'il y a 11 000 installations qui sont assujetties à ce système. Et maintenant, ce que la Commission européenne propose dans son paquet de 2021, c'est d'agrandir le périmètre à d'autres secteurs. Donc elle souhaite d'abord assujettir à ce système le secteur maritime, c'est-à-dire que les compagnies maritimes devront désormais restituer des quotas, sachant que seront couvertes les émissions liées au voyage intra-UE et la moitié des émissions liées au voyage extra-UE. Aussi, autre nouveauté, la Commission européenne souhaite créer un deuxième système, donc un système distinct du premier, cette fois-ci pour assujettir le secteur du transport routier et le secteur des bâtiments commerciaux. Donc voilà, ça c'est pour la première mesure du paquet de 2021, dont je voulais vous parler. Maintenant, concernant la deuxième mesure, elle concerne le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Il faut savoir que c'est une des mesures phares du paquet, qui a été très discutée et très critiquée aussi. Et donc l'idée consiste à faire payer aux importateurs les émissions qui sont contenues dans les marchandises importées. Donc c'est une idée qui vient à l'origine de l'ancien président Jacques Chirac et qui a été reprise par ses successeurs. Et pourquoi la création de ce mécanisme ? Alors la Commission européenne évoque dans sa proposition de directive l'augmentation constante des émissions contenues dans les importations, ce qui fait que ça nuit aux efforts de l'Union européenne d'améliorer son empreinte carbone. C'est aussi pour lutter contre le risque de fuite de carbone, c'est-à-dire pour éviter que des entreprises s'installent dans d'autres pays qui ont des politiques climatiques moins ambitieuses. Concernant maintenant la nature du mécanisme, les institutions européennes ont hésité entre une taxe, un droit de douane ou un mécanisme complémentaire du SEC. Et c'est finalement cette dernière option qui fut sélectionnée. Et ce choix s'explique notamment par le fait que si ça avait été une taxe, il aurait fallu obtenir l'unanimité du Conseil de l'Union européenne, ce qui n'est pas une chose aisée. Et aussi qu'un système complémentaire du SEC permet de refléter avec plus de souplesse le prix du quota au sein du SEC. Donc voilà, ce seront des certificats électroniques qui seront utilisés dans le cadre de ce système. Et concernant son périmètre, il va refléter le SEC, puisqu'il va couvrir les 3 gaz à effet de serre du SEC. Mais par contre, s'agissant des secteurs assujettis, il y aura moins de secteurs assujettis. Il y aura notamment le secteur du ciment, et de l'acier et du fer. Mais seulement certaines marchandises seront concernées. Donc ce seront des produits intermédiaires et des produits semi-finis. Donc, à mon sens, c'est une bonne chose que l'Union européenne traite des émissions importées qui sont une véritable problématique. Néanmoins, une crainte est formulée comme quoi il y a un risque de détournement du mécanisme par l'importation de produits manufacturés. Donc à voir plus tard si cette crainte est fondée ou non. Et enfin, je vais terminer en parlant d'une proposition de réforme de la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. À l'heure actuelle, il existe déjà une harmonisation des produits énergétiques par une directive de 2003 qui fixe des taux minimaux de taxation, avec aussi des différenciations de taux qui sont possibles ou obligatoires. L'inconvénient est qu'il y a tellement de taux possibles, de taux différents, qui fait que l'ensemble est très incohérent et très en dessous en réalité de l'ambition initiale de l'Union européenne, puisqu'à l'origine, la Commission européenne avait proposé en 1992 une taxe sur l'énergie et sur le CO2, mais elle ne parvint pas à obtenir l'unanimité du Conseil, notamment à raison de l'opposition du Royaume-Uni et de l'Espagne.
Et elle a réitéré en 1995 par une proposition plus souple, mais qui fut également rejetée. Ce qui explique qu'en 2011, la Commission européenne a tenté de modifier cette directive de 2003 pour l'adapter aux nouveaux objectifs énergétiques et climatiques, mais elle n'obtint pas non plus l'unanimité au Conseil de l'Union européenne. Donc il y a un véritable blocage, et on craint que pour cette directive de 2021, il y a encore un échec au niveau de la taxation du CO2. Surtout que les modifications apportées seraient majeures, puisque déjà, les taux seront fixés en fonction du contenu énergétique des produits et ils seront exprimés en euros par gigajoule. En plus de ça, les produits seront fixés en 3 catégories fiscales: produits avancés, produits renouvelables, produits fossiles, produits renouvelables, produits avancés. Et les produits avancés devront être les moins taxés. Parce qu'en plus, il y aura une hiérarchisation des taux, ce qui fait que les produits fossiles devront être les plus taxés et les produits avancés les moins taxés. Donc voilà, donc à voir si cette directive sera adoptée, mais pour l'instant, je ne sais pas où ça en est au niveau des discussions, mais à voir. Enfin, voilà. J'ai fini de présenter les 3 mesures. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation d'une question qui est très importante, et j'ai plein de questions à vous poser, et notamment sur celle de l'impact que va avoir cette tarification en France, mais on aura peut-être l'occasion de l'envisager ensuite au cours des débats. Et je cède sans plus attendre la parole à Benoît Bilto, que je suis ravi d'accueillir ici dans notre faculté de droit. Benoît Bilto, qui est député européen et membre du groupe Les Verts, vice-président de la Commission de l'Agriculture et du Développement durable, et surtout paysan militant et résistant, petit clin d'œil. qui va nous présenter dresser donc le bilan de la présidence française au Conseil de l'Union européenne sur le Green Deal. Vous avez la parole. D'abord, merci beaucoup de votre invitation. Effectivement, vous avez raison de préciser que j'étais paysan, c'est mon métier. Élu, je considère que c'est pas un métier, c'est un mandat qu'on m'a confié, et donc je tenais à garder ce métier. Alors c'est pas toujours simple, je vous cache pas, mais je suis toujours paysan, effectivement. Agronome, effectivement, le petit clin d'œil à paysan résistant, merci. C'est le titre d'un livre que j'ai publié en 2018 aux éditions Fayard. Voilà, c'était la partie publicitaire de mon intervention. C'était pas l'objectif de faire la publicité. Voilà, mais je trouve que mais la qualification est, je trouve, très représentative. C'est à triple lecture. Effectivement, donc je suis député européen depuis 2019. Je siège dans les commissions agriculture et développement durable, la commission pêche, puisque je suis issu d'une zone littorale. J'ai aussi une formation d'Alliot et je suis très attaché à ce qui se passe dans le milieu marin, et notamment à la problématique de l'eau et du lien terre-mer, ce qu'on appelle le lien terre-mer. Et je siège également dans la commission développement, qui traite de tous les sujets de coopération avec les pays du Sud, toutes les logiques de solidarité avec les pays du Sud. Donc voilà, c'est une commission qui pour moi est très importante. Et je suis premier vice-président de la commission agricole, vous avez eu raison de le préciser, ce qui est une gageure dans une commission où siègent tous les tenants du corporatisme agricole et du maintien de l'agriculture telle qu'on la connaît depuis 60 ans. Et donc moi, monsieur Fonbossier, je vous ai trouvé indulgent quand vous parlez d'ambiguïté. Moi, je parle de paradoxe. Et quand on devient député européen, on découvre une nouvelle planète que j'appelle la paradoxie, c'est-à-dire qu'on a des textes formidables, avec des ambitions qu'on peut tous partager, qui s'appuient sur des constats que plus personne ne met en cause, que plus personne ne conteste. On a connu des climato-sceptiques à une époque, j'en croise quand même beaucoup moins, ou voire plus du tout. Donc tous ces constats sont vérifiés. On fait aussi tous l'analyse et le constat d'un caractère d'urgence à agir sur fond de changement climatique, sur fond d'effondrement de la biodiversité, sur fond de scandales sanitaires. On a eu encore, pas plus tard que hier, un rapport absolument effroyable qui moi, m'a fait froid dans le dos,
dont le thème était les risques au travail pour les agriculteurs, mais aussi pour les riverains des agriculteurs. Et les premiers impactés par l'utilisation des pesticides en agriculture, c'est les enfants. C'est-à-dire qu'on fait exploser les taux de cancer liés à l'usage des pesticides chez les enfants. Et on entend dans des beaux rapports des belles propositions que nous allons prendre soin des générations futures. Et dans cette commission, d'ailleurs, je n'ai pas manqué de prendre la parole, il m'a pas fallu plus d'1 minute 30 pour leur rappeler que quand on a négocié la PAC, quand on a négocié les co-conditionnalités de la PAC, quand on veut négocier un règlement sur l'utilisation des pesticides, quand on veut négocier une réforme de la directive REACH, ils sont tous là vent debout pour dire faut surtout pas faire ça. Surtout pas de conditionnalité aux politiques publiques liées à l'agriculture. Surtout pas de directive sur l'utilisation des pesticides. Encore moins un règlement, parce que la directive existe déjà d'ailleurs. On passerait à un règlement. Et il est urgent d'attendre pour revisiter REACH. Et en même temps, alors ça c'est à la mode, vous avez remarqué en même temps. On est en train de s'émouvoir autour de rapports comme celui dont je viens de parler et de s'extasier devant les belles promesses du serment vert. Vous avez très bien, tout le monde dit c'est génial, mais quand on passe aux travaux pratiques, puisque c'est de ça que je veux vous parler, quand on passe aux travaux pratiques, il y a beaucoup moins de candidats. Beaucoup moins de candidats. Alors, je pourrais reprendre tout ce que vous avez dit. Moi, je me suis régalé. L'intégration juste, sain, sociale, écologique, c'est magnifique. Sauf que, et moi, je peux vous parler de la politique publique la plus importante de l'Union européenne, qui capte plus du tiers du budget total de l'Union européenne, qui s'appelle la politique agricole commune. Ça fait depuis 1992 que la politique agricole commune fonctionne sur les bases qu'on lui connaît aujourd'hui. On en connaît le résultat. 80% de l'enveloppe captée par 20% des agriculteurs. Et quand on essaie de caractériser ces 20% d'agriculteurs qui captent 80% de l'enveloppe, je vous rassure, ce n'est pas les paysans bio. C'est les plus gros utilisateurs de pesticides, les plus gros utilisateurs d'engrais de synthèse, les plus gros utilisateurs d'eau, qui fait qu'une population qui représente plus que 2% de la population capte 80% de la ressource en eau douce en été. Et on fait ça avec l'argent public, avec vos impôts, mesdames et messieurs. Et c'est bien pire que ça, c'est-à-dire que c'est 2% de la population, mais en vérité, ceux qui irriguent, c'est 6% des 2%. Ça veut dire qu'un citoyen sur 1000 s'arroge 80% de la ressource en eau en été. Et on fait ça avec l'argent public. Et pas content d'impacter négativement la quantité, c'est aussi les utilisateurs de pesticides et d'engrais de synthèse qui nécessitent qu'on dépollue la ressource en eau quand c'est possible, qu'on dépollue la ressource en air, et ça on a beaucoup de mal, et qui donc font qu'on est confronté à des problématiques sanitaires absolument désastreuses. Et je ne parle pas de ces traces de pesticides et d'engrais de synthèse qu'on retrouve dans l'alimentation. Et l'angle mort dans tout ça, c'est que c'est aussi une activité qui est coupable du changement climatique. C'est-à-dire que l'agriculture est victime du changement climatique, alors tout le monde est là pour s'en émouvoir, sur fond de sécheresse, sur fond d'inondation, il n'y a pas de problème. En revanche, on oublie de rappeler que c'est le deuxième secteur d'activité économique après les transports émetteur de gaz à effet de serre. Et ce n'est pas les vaches qui pètent au milieu des prés, le problème. On va arrêter avec cette fable. Le problème, c'est l'utilisation, et il a été question par rapport à, et je vous remercie madame d'avoir évoqué Fit for 55 et des belles promesses qu'on essaie de mettre là-dedans, mais le problème des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, c'est un problème lié à l'énergie, justement. C'est-à-dire que la fertilisation azotée est extrêmement dépendante du gaz et du pétrole. Pour produire 1 kg d'azote de synthèse, il faut 1,5 litre de gaz ou de pétrole. Sur des cultures comme le blé, alors vous avez entendu parler du blé ces derniers temps ? Un petit peu. Sur des cultures comme le blé, il faut apporter entre 200 et 270 kg d'azote de synthèse pour le produire tel qu'on le produit depuis 60 ans maintenant. Ça veut dire qu'avant même d'avoir tourné la clé du tracteur, on a créé une dépendance au gaz ou au pétrole de 3 à 400 litres par hectare et par an.
Et c'est ces émissions, et c'est cette synthèse des pesticides et des engrais de synthèse qui fait que l'agriculture est un secteur émetteur de gaz à effet de serre. Et je reviens sur... Je suis désolé, j'ai pas oublié... Élise. Je reviens sur le propos d'Élise, où elle évoquait la financiarisation et le principe pollueur-payeur. Mais dans le système agricole, je vous parle de la politique agricole commune, c'est la partie visible de l'iceberg. Alors, des icebergs, il va falloir apprendre à se souvenir ce que c'est, parce qu'il y en a de moins en moins. Mais la partie visible de l'iceberg, c'est la PAC. Sauf que derrière, la partie invisible de l'iceberg, c'est toutes les politiques publiques qui ne font pas référence justement au principe pollueur-payeur qui est dicté dans la loi à plusieurs reprises, et notamment dans une directive cadre européenne, qui est la directive cadre européenne sur l'eau, où on demande à ceux qui sont émetteurs de pollution de supporter le coût de ces pollutions, ou le coût de la réparation de leur pollution. Mais si on appliquait ça sur l'alimentation, vous allez payer la laitue entre 17 et 27 euros. Il y a des candidats pour payer des laitues entre 17 et 27 euros. Pourquoi est-ce que vous payez la laitue 1 euro aujourd'hui ? C'est parce que la partie non visible de l'iceberg sont des politiques publiques. Des politiques publiques de dépollution. Et donc, on a des belles intentions, mais en vérité, on est toujours dans des fuites en avant qui ne s'intéressent qu'aux solutions curatives et qui ne s'attaquent qu'aux conséquences des problèmes. Et on engloutit des enveloppes publiques absolument pharaoniques. Et donc, l'audace, si on voulait reprendre le très beau paysage que vous avez décrit, Monsieur Fonbostier. L'idéal, enfin, ce serait que, justement, on ait l'audace d'une approche globale, d'une vision à long terme, et qu'on remette à plat les politiques publiques de manière à ce qu'effectivement, toutes les politiques publiques soient orientées sur l'ambition d'atténuer le changement climatique, d'atténuer l'effondrement de la biodiversité, de prendre soin de notre santé et de faire en sorte qu'on s'engage véritablement sur toutes ces ambitions-là. Et je reviens sur cette principale politique publique qui est la PAC, qui a été votée... Alors, si, petite parenthèse. On a voté la stratégie de la ferme à la fourchette exactement le 24 octobre 2021. Super, on était tous... Il n'y avait que les lobbies qui n'étaient pas très contents, parce qu'ils ne pensaient pas qu'elle passerait. En vérité, je pense qu'ils avaient pensé qu'il y aurait un peu plus de résistance. Et puis, pile un mois après, 24 novembre 2021, c'est le vote décisif de la politique importante de l'Union européenne, qui capte plus du tiers du budget total de l'Union européenne, qui s'appelle la politique agricole commune. Et là, pendant un mois, alors nous, au Parlement européen, les badges marrons, là, c'est les lobbyistes. J'en ai jamais vu autant. Et là, ils ont fait toutes les cuisines. Ils ont été voir tout le monde pour leur dire vous ne pouvez pas modifier en profondeur la PAC, c'est pas possible, parce qu'ils ont eu peur de ce vote de la stratégie à la ferme à la fourchette, qui ne reprennent pas du tout les orientations de la politique agricole commune. Et pile un mois après, au jour près, 24 novembre, 452, exactement le même nombre de députés, ont voté la politique agricole commune. Politique agricole commune qui fait qu'on continue de donner 80% des aides aux 20% d'agriculteurs, ce qui veut dire en creux qu'il y a 20% d'agriculteurs, qu'il reste plus que 20% des aides, pour 80% des agriculteurs. Et on s'étonne qu'un tiers d'entre eux vit avec moins de 350 € par mois. On s'étonne qu'ils soient en grave détresse, psychologique et qu'un se suicide tous les jours. On s'étonne de tout ça. Sauf que la principale responsable de ça, c'est précisément une politique européenne qui normalement est là pour soutenir l'agriculture, pour proposer la souveraineté alimentaire, et qui fait l'exact inverse. Et c'est pas Benoît Biteau, barbu chevelu avec sa boucle d'oreille, qui vous raconte ça, un paysan dans son coin de Charente-Maritime. C'est juste les auditeurs de la Cour des comptes. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous expliquer sont consignés, ces conclusions sont consignées dans les rapports des auditeurs de la Cour des comptes européenne. Et ces rapports étaient disponibles au moment où on discutait la PAC. Et à chaque fois que nous, les écolos emmerdeurs, on allait discuter sur la base de ces éléments-là, on nous disait « mais vous êtes des prédicateurs d'apocalypse ». Alors qu'on a des données objectives qui sont consignées dans les rapports de la Cour des comptes. On en avait 4, en vérité.
Un qui disait que la PAC avait parfaitement été défaillante sur le maintien d'un revenu digne pour les paysans. Un qui disait que les logiques de déploiement de la politique agricole commune a fait disparaître les agriculteurs. On a perdu 50% des agriculteurs en 20 ans avec ces logiques d'agrandissement parce qu'on distribue les aides par unité de surface. Un autre qui disait qu'on avait normalement, sur la période de 7 ans, orienté 100 milliards de la PAC sur l'atténuation du changement climatique, et que nous disent les auditeurs de la Cour des comptes, c'est que les 100 milliards, ils ont été débourrés. Il ne reste pas un centime dans les caisses. Par contre, effet sur le climat, 0. Et ça, c'est les Cours des comptes. Et le dernier, c'est sur l'eau. C'est-à-dire que ça fait 20, au moment où il y avait ce rapport, c'était en décembre 2020, ça faisait juste 20 ans qu'on avait une directive cadre européenne qui avait donné des éléments forts, et notamment le principe pollueur-payeur. Pour revenir sur le rapport sur le travail de Elsa, je suis désolé, j'ai pas mes lunettes. Voilà, Di Royo, c'est comme ça. Voilà. Et ce principe pollueur-payeur, il est effectivement installé dans la loi, sauf que sur l'agriculture, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, effectivement, il y a cette stratégie de la ferme à la fourchette, ce Green Deal, puisque c'est une déclinaison du Green Deal, sont des ambitions qu'on partage tous. Enfin, il n'y a plus de sujet là-dessus. Le caractère d'urgence, il est là, sauf qu'une politique publique comme la PAC a été votée donc, le 24 novembre 2021 pour jusqu'en 2027. Mais que nous disent les scientifiques ? On a 3 ans pour inverser les tendances lourdes. On est en 2022, 2027, ça fait plus de 3 ans, ça. Et c'est une politique majeure de l'Union européenne, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. Vous allez dire que je radote, mais il faut que vous ayez ça à l'oreille en permanence. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a toute cette partie invisible de l'iceberg qui préfère mobiliser des politiques curatives qui traitent les conséquences, donc qui réparent l'eau quand c'est possible, qui réparent la biodiversité quand c'est possible, qui réparent le climat quand c'est possible, qui coûtent horriblement cher. On a un rapport très éclairant du Conseil général de l'écologie et du développement durable qui essaie d'évaluer le poids économique des pollutions agricoles, et ça ne parle que des pollutions agricoles, qui dit qu'en vérité, on engloutit entre 6 et 9 fois la PAC dans ces politiques curatives à l'échelon français. Donc c'est vous dire si avec un peu d'audace et de courage politique, et je vais finir sur la démocratie, si on avait un peu d'audace et de courage politique, et qu'on acceptait d'attraper ces enveloppes publiques qui existent déjà, sans imaginer un centime de fiscalité supplémentaire. Parce que c'est ça le défi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit les produits bio sont trop chers et on préfère aller acheter les produits peu chers dans des grandes enseignes. Sauf qu'en vérité, s'il n'y avait pas les politiques publiques derrière ces produits réputés peu chers dans les grandes enseignes, ils seraient horriblement chers si on appliquait scrupuleusement ce fameux principe pollueur-payeur. Mais c'est possible de rendre des produits sains pour notre santé, sains pour le climat, sains pour la biodiversité, accessibles à toutes les bourses. C'est juste qu'il faut de l'audace et du courage politique pour rattraper ces enveloppes, les sortir de logique curative et les engager dans des solutions d'anticipation, dans des solutions préventives qui consistent non plus à subventionner les agriculteurs, et j'en croise beaucoup qui me disent « nous, on ne veut pas être des assistés qui vivent avec de l'argent public », et on les rémunère. Alors, je ne suis pas académicien, mais il y a quand même une subtilité entre subvention et rémunération. On les rémunère parce qu'ils prennent soin de l'intérêt commun, parce qu'ils prennent soin du climat, de la biodiversité, de notre santé. Et à partir du moment où on les a rémunérés parce qu'ils ont fait ça, eh bien, ils sont en capacité de mettre en marché des produits qui sont neutres sur le climat, voire on peut imaginer que ce soit des pratiques qui s'attraquent frontalement au changement climatique, neutres sur la biodiversité, voire la préserve, et au moins neutres sur notre santé. Et on les rémunère pour faire ça. C'est comme quand vous sortez votre carte vitale et que vous allez chez le médecin, vous sortez votre carte vitale et il y a une enveloppe publique qui paye le professionnel qui prend soin de votre santé. Eh bien, c'est ça qu'on peut faire aussi avec l'agriculture et avec les politiques publiques. Sauf que ce n'est pas les orientations qu'on a fait. Qui ont été choisis. Et donc, je voulais conclure sur la démocratie, parce que moi, je suis profondément attaché à la démocratie. Sauf qu'avec tous les éléments objectifs que je viens de vous dire, étayés par des études scientifiques qui disent qu'on peut renoncer aux pesticides sans problème et nourrir l'humanité. Enfin, ceux qui continuent de vous dire ça sont des imposteurs, je vous le dis. Qu'ils soient des officiels ou des citoyens lambda, les gens qui vous disent que sans pesticides, on ne peut pas nourrir l'humanité sont des imposteurs. J'espère que tout le monde a bien entendu là. Toutes les études scientifiques nous disent le contraire et nous disent surtout
qu'à continuer avec des pesticides, on est dans une impasse redoutable parce que dans la durée, à la vitesse où les pesticides dégradent les écosystèmes, la fertilité des sols, les réserves utiles en eau des sols, on ne pourra plus produire sur fond de changement climatique en agriculture si on continue comme ça. Donc, l'équation, elle est assez simple. On a aujourd'hui des données objectives, des scientifiques qui nous alertent, des élus qui, où ils le peuvent, essaient d'éclairer les débats pour que les choses changent en profondeur, sauf qu'il y a la démocratie. Et moi, mon problème, je savais où je mettais les pieds, c'est que je siège dans un groupe qui ne représente que 10% des élus au Parlement européen. On est 705, il y a 72 écologistes au Parlement européen. Et donc on se débat, on fait le boulot, on a envie de la renverser, cette foutue table du monde de la paradoxie. On fait le boulot, et on met en lumière, et ça rejoint ce qui a été dit sur, et j'ai adoré, sur l'éducation à l'environnement, la sensibilisation, l'éducation. Bien sûr qu'on en a besoin. Mais globalement, aujourd'hui, la majorité des citoyens sont éclairés. Les 3 dernières initiatives citoyennes européennes traitent des sujets d'alimentation et d'agriculture. Une sur l'eau, une sur la fin de l'élevage en cage dont vous avez parlé. Et donc, c'est même pas... quand la Commission européenne dit on va arrêter l'élevage en cage, mais ils n'ont plus le choix. C'est l'ICE qui leur impose. C'est pas la Commission européenne qui s'est levée le matin en disant à la Direction générale de l'agriculture on va arrêter l'élevage en cage, on n'en peut plus. C'est parce qu'il y a une ICE qui a avancé. Et c'est parce que les citoyens sont de plus en plus sensibles. Et donc, la troisième, elle vient juste de passer, là, c'est la protection des abeilles et donc l'arrêt des pesticides. La semaine dernière. Donc on a des citoyens éveillés. Et donc ça nous oblige à replacer ce débat dans un débat de société. Je vous parlais tout à l'heure de ma première vice-présidente de la Commission agricole, où je dois supporter les poncifs du corporatisme agricole. Mais ils ont juste oublié une chose, c'est que l'agriculture ne représente plus que 2% de la population, et que l'alimentation, le climat, la santé, la biodiversité, ça nous concerne tous, et que ce débat est en train d'entrer dans un débat de société. Et qu'on nous regarde, on nous voit. Et donc, je vous disais, nous les écologistes, on est que 72 sur 705. Mais je suis ancien sportif de haut niveau, et je dis qu'on a besoin du 12e homme, ou du 16e pour ceux qui préfèrent le rugby. Ceux qui, dehors, sont pas sur le terrain, mais nous poussent et nous regardent. Et nous disent, on vous regarde, on vous voit. Il faut mettre la pression sur ces élus qui continuent de préférer servir des corporatismes que l'intérêt commun. Et puis vous avez surtout, et c'est ça la démocratie, alors nous effectivement quand on passe au vote, je vous l'ai dit, on a réussi à voter la stratégie de la ferme à la fourchette, et un mois après on vote la PAC, incohérence totale, mais c'est comme ça, parce que le principal outil pour faire vivre la stratégie de la ferme à la fourchette, c'est la PAC. Sauf qu'on n'a pas voté les orientations dans la PAC conformes avec la stratégie de la ferme à la fourchette. Mais vous avez surtout un outil, et je conclue là-dessus, je fais un peu de politique, même si je suis toujours paysan, on vous consulte régulièrement. Vous avez le pouvoir du vote. Et pour faire basculer les majorités, il faut regarder ceux pour qui vous avez voté et faire le constat parfois que vous avez pu vous tromper, ça peut arriver. Et regarder ceux qui vraiment font de la politique pour servir l'intérêt commun. Parce que la définition que moi je donne d'un élu, c'est qu'il est le garant de l'intérêt commun, il est le garant de politiques publiques qui servent l'intérêt commun. Eh bien, il faut regarder tout ça de manière à ce qu'un jour, cette catégorie-là d'élus puisse enfin avoir la majorité pour décider des politiques publiques qui soient respectueuses de l'avenir des générations futures. Voilà, c'est ça, moi, mon vœu. C'est pour ça que j'essaie de me battre et que j'y passe beaucoup de temps, parce que je pense que l'urgence nécessite de mettre ces élus-là au pouvoir. Et je vous assure que le 24 novembre 2021, s'il y avait eu 350 députés écologistes ou progressistes, la PAC que vous avez aujourd'hui sur la table jusqu'en 2027 n'existait pas. Voilà, je vous remercie de votre attention.